Aujourd'hui, on va travailler donc sur la suite des cours de la semaine dernière, c'est-à-dire que je vous proposais la semaine dernière de pouvoir travailler sur le laser. Alors, mon objectif dans le laser, c'était de vous montrer en fait comment on numérise une information et puis se servir des différentes informations que l'on peut relier au laser pour faire le lien entre les leçons sur la dualité onde-particule et sur la suite, c'est-à-dire ce qu'on va faire cette semaine, quantifier, échantillonner, en clair, numériser une information. Alors, excusez-moi. Rapidement, un laser, qu'est-ce que c'est? C'est un faisceau, donc ce que je vous disais, c'est un faisceau lumineux qui va venir taper sur une partie trouée d'un disque, tout comme on aurait pu le faire sur un vinyle à l'époque, qui était également une galette de cire qui était trouée en fonction des différentes profondeurs, en fonction donc de l'information, en fonction de l'information utilisée. Je vais voir si je ne me suis pas trompé de réseau. Impec. Donc de ce fait, dans le CD, c'est pareil, on va avoir un support qui va être fait de trous et de creux et de plats, ou aussi éventuellement dans les CD-RW, par exemple, tous les supports qui sont réinscriptibles, on va griser certaines parties et quand elles sont grisées, elles absorbent plus facilement le support lumineux. Donc la lumière rentre à l'intérieur donc de faisceau lumineux et ne ressort pas aussi facilement. Alors, vous verrez que si vous regardez les sujets que je vous propose, l'avantage de cette leçon, c'est qu'elle va lier plusieurs notions. La première, ce qu'on vient de le dire, la numérisation hein, de ce qu'on va faire. Ensuite, deuxième, dualité onde particules. Et également, tout ce qui va être diffraction, interférence qu'on a vu en début d'année. C'est la base de ce qui m'intéresse. Alors, la galette, comme vous pouvez le lire, voilà, c'est une piste, bon, peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. À la suite, rapidement, le faisceau lumineux se déplace le long du disque, et donc, de ce fait, en se déplaçant, il va y avoir donc une sensibilité de la diode de lumière qui va émettre et également avoir une cellule photoréceptrice qui va être capable de recevoir cette information lumineuse pour lui permettre d'en déduire donc, le lien avec ce qui nous intéresse. Voici l'image. J'émets une image, j'émets en bas, grâce à un faisceau laser, j'émets une lumière que l'on condense sur un faisceau. Ce faisceau, grâce à une lentille convergente, on l'oblige à distance précise à venir taper sur un point précis du disque. Et une fois que ceci est fait, cette information est réfléchie pour être reçue à son tour par l'intermédiaire d'un jeu de miroirs semi-réfléchissants, va être reçue par une diode photoréceptrice. Donc voilà le principe du CD. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire alternance, comme vous pouvez le voir en haut, entre creux et bosse. Cette alternance entre creux et bosse, comment je vais la simuler, comment je vais la faire ressembler? Voilà. Je vais ici, et je ne peux pas faire un arrêt sur l'image, mais vous remarquerez que les 1 n'apparaissent que lorsque apparaît un passage de creux à bosse. C'est-à-dire lorsqu'il y a une transition, on dira, et non pas un niveau. Un niveau, c'est quand je reste sur un certain plat, et quand par contre je change de passage de creux à bosse, je vais avoir un 1, ça s'appelle une transition. C'est ce qu'on va avoir, donc une donnée binaire qui va être utilisée. Cette donnée binaire, c'est ce sur quoi on va pouvoir travailler. Alors, je vous ai mis sur le Padlet les différents documents dont je vais avoir besoin cette semaine. Vous avez donc ici le début de ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce qu'une chaîne d'information? Donc, ce que je viens de faire avec le CD, c'est pour ça que je voulais en parler. Le CD, l'avantage du CD, ça va être donc, j'ai une source analogique, on va en parler, qui va être enregistrée grâce à un micro. C'est ce que vous ferez cette semaine. Et une fois qu'il est enregistré, ce son, il va être numérisé pour être traité par un canal de transmission. Et ensuite, cette information numérisée va être reçue par différents systèmes, par exemple un haut-parleur, pour que mon oreille entende par le haut-parleur une information. En clair, j'ai une information de départ analogique qui va être ensuite transformée en données numériques pour qu'elle puisse être traitée de façon informatique.
Et ensuite, cette information numérique va être de nouveau rendue analogique par la suite. Alors, voyons ici ce que ça veut dire, données numériques analogiques, même si je pense que vous l'avez suffisamment vu en SI et que vous connaissez bien ce principe. Alors, ce principe est le suivant. J'ai une donnée ici analogique, une donnée qui est faite sur, là ici, c'est un signal sinusoïdal avec, vous voyez, une infinité de variations que je peux faire varier tant en fréquence dans cette simulation que également en amplitude. Et donc là, par exemple, je vais me mettre sur 5 volts pour commencer, puis je passerai à 10 volts ensuite. Ensuite, je vais avoir la possibilité de numériser ce son. À quoi ça sert de numériser? Ben, la numérisation, comme vous pouvez le voir, si je vous montrais que le signal numérisé sur 2 bits, ben, on se rend bien compte que l'information numérisée sur 2 bits, qu'elle soit sinusoïdale ou triangulaire, l'information récupérée au sortir est carrément la même. Je mets le signal numérique analogique pour que vous voyez. La sinusoïde, on la reconnaît bien. Le triangle, on le reconnaît bien. Par contre, vous voyez bien que l'information numérique, elle a vraiment la même forme, elle est juste décalée dans le temps, donc c'est vraiment la même forme. Donc, pour que je puisse conserver cette fidélité au signal de départ, c'est-à-dire le signal analogique, il va falloir que j'utilise un grand nombre de données binaires pour y arriver. Je me rends bien compte que même si je multiplie le nombre de données binaires pour y arriver, j'ai toujours un signal qui est difficilement fidèle au signal de départ. Donc, il va falloir pour ça que je joue sur un autre paramètre, comme par exemple la fréquence ici. Je vais jouer donc sur la fréquence et en jouant sur la fréquence d'échantillonnage, je vais pouvoir obtenir plus de niveaux de valeur et en obtenant plus de valeur, je vais pouvoir avoir quelque chose de plus fidèle. Donc, si je reviens rapidement, je peux jouer sur le nombre de bits proposés et je peux également jouer sur la fréquence à laquelle je vais pouvoir numériser mon information. Alors, pour comprendre, je vais passer sur une donnée intermédiaire. D'abord, la première, cette notion ici que j'appellerai la quantification. La quantification, ça veut dire que je vais tronçonner mon signal bleu verticalement et lui attribuer qu'un certain nombre de valeurs précises. On dira un nombre de valeurs discrètes. Discrètes dans le sens où on ne peut pas prendre toutes les valeurs du signal bleu. On va essayer de faire un compromis et de n'obtenir qu'un nombre suffisant, j'allais dire un minimum, mais plutôt un nombre suffisant de données pour qu'elles puissent être fidèles au signal de départ, c'est-à-dire au signal analogique qui est donné. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la quantification. Ensuite, je vais avoir un autre paramètre que je vais étudier, ce que j'appelle la fréquence d'échantillonnage. Je vais donc découper de façon verticale, vous voyez, comme si je pouvais mettre ici des signes, des barrières pour bien délimiter chacun des niveaux jaunes que l'on voit. Mais chaque fois que l'on a possibilité, on va échantillonner de façon différente. Si j'échantillonne avec 5 fois moins de possibilités verticales, voilà ce que j'obtiens. Si j'augmente 5 fois plus ici, si j'en mets 2 fois plus, ben, je vais obtenir un signal qui ne change pas trop. Par contre, ici, je me rends compte que si j'en mets 20 fois plus, j'ai quelque chose qui commence à ressembler, mais qui n'est toujours pas valable. Alors, pourquoi il n'est pas valable? Parce que vous voyez que je ne peux pas jouer que sur un seul paramètre, je ne peux pas jouer que sur l'échantillonnage, il me faut jouer sur un compromis, je répète le terme, entre la résolution, c'est-à-dire le nombre de bits que je vais pouvoir associer à chacun de ces termes, et également la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre d'échantillons que je vais avoir par seconde. Donc c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Et je vois que plus j'ai de bits, plus la fréquence d'échantillonnage est importante, plus forcément je vais retrouver un signal qui ressemble, que ce soit le signal numérique en jaune ou le signal bleu analogique, j'ai à peu près la même chose. Si j'exagère, là dans la simulation, on ne peut pas mieux faire. Je ne peux pas faire mieux que ce qu'il y a là. Et je vois que je peux augmenter, je n'obtiens pas de phénomène bien différent. J'ai toujours quelque chose qui correspond à peu près à la solution proposée. Voyez? Sauf ici, si j'exagère et que je ne mets pas assez de bits. Voilà. Donc, cette animation, elle est pas mal pour comprendre. J'espère, je pense que normalement vous connaissiez ces termes-là.
mais il est important que vous les maîtrisiez en termes de notions. Vous voyez, c'est vraiment plus que, je pense que les mots bits, quantifier, numériser, résolution sont des termes de votre, entre guillemets, quotidien que vous comprenez. Et après, derrière ça, en fait, il va falloir comprendre des petites choses simples pour pouvoir faire la suite. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions à me proposer? Alors, si vous entendez par excusez-moi, là, je vois votre message Discord, restez sur Discord, c'est si vous voulez me poser des questions, parce qu'après sinon sur le Zoom, c'est pas évident. J'ai laissé le son, moi, sur Zoom parce que je l'enregistre, en fait, et pour ceux qui n'ont pas de connexion, facile, ça leur permet d'écouter le cours qu'on fait en décalé. Mais si vous voulez, soit vous restez sur Discord, soit vous restez sur Zoom. Si vous arrivez à avoir un vocal, posé pour poser une question, choisissez votre support, hein. Il n'y a pas d'obligation de rester sur Discord, hein. Pour moi, c'est comme ça. Alors, les 2 paramètres, sur lesquels, je vous ai fait travailler, déjà, sans en parler, c'est dans le TP précédent sur la fibre optique, c'était la notion d'atténuation et la notion donc de débit. Alors, vous me permettez, je vais rapidement revenir sur le laser et le TP précédent. Je ne veux pas y rester longtemps. C'est vraiment pour vous faire comprendre ce que, je voulais qu'on voit sur le laser. Je ne sais pas si tout le monde a pu regarder le TP sur le laser. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Une fibre optique, lorsque vous l'utilisez, lorsqu'on envoie une impulsion à l'intérieur, elle pénètre à l'intérieur de la fibre par réfraction. Et on voit que certains de ces faisceaux sont perdus en traversant, puisqu'en fait, il y a plusieurs milieux proposés dans une fibre optique qui sont des milieux qui sont transparents. Et à l'extérieur, une simple gaine de protection de ces milieux-là. Et cette protection-là n'a aucun effet sur la lumière, vous le voyez ici. Elle ne fait qu'absorber les faisceaux qui pourraient y parvenir. Donc, c'est ce que j'appellerais l'enrobage, quoi, d'accord? Et à l'intérieur de ça, vous voyez, le faisceau lumineux, lui, reste bloqué à l'intérieur et il se propage de part en part par réflexion totale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le phénomène transitoire de départ, c'est-à-dire la lumière rentre à l'intérieur et puis est emprisonnée, on voit que la lumière reste emprisonnée par réflexion totale à l'intérieur du milieu du cœur donc de la fibre. Et c'est ça qui permet à une fibre optique de permettre aujourd'hui de transmettre un maximum d'informations par l'intermédiaire donc de transmission donc de faisceaux lumineux. Je vais transmettre un 0 ou un 1 si je peux montrer rapidement un TP. Je pense que d'ailleurs peut-être je vous ferai faire, c'est un TP que je fais à l'IUT qui est intéressant pour que vous puissiez voir la manière de transmettre une information. J'ai pris les compagnons, pas pour longtemps. Ça prend des ressources, donc c'est pour ça. Transmettre donc un 0 ou un 1 à la place, donc comme je vous disais, non pas d'un signal carré qui prend une place phénoménale, mais de transmettre plutôt un. Bon, je vois qu'en fait, il n'arrive pas à se connecter, je pense lui aussi. Donc je vous le montrerai une prochaine fois. On arrive donc à transmettre un signal sinusoïdal à la place d'un signal codé. Un signal codé en 0 ou en 1 va prendre une place spectrale énorme. Donc, pour éviter qu'il place cette place spectrale énorme, on va utiliser un système dont je vais vous montrer. On appelle ça la modulation de fréquence. À chaque fois qu'on va avoir un 0 ou un 1, on va transmettre, vous voyez, quand j'ai un 0 ou un 1, je transmets en fait un signal sinusoïdal de fréquences différentes. Donc, c'est comme ça en fait qu'on arrive donc à gagner de l'espace dans la transmission et à ne s'occuper qu'à un minimum d'espace de fréquence, alors que si je prenais la transmission de 0 ou de 1, comme je vous disais tout à l'heure, j'utiliserais un espace spectral, un espace de bande de fréquence qui serait bien trop important. Donc tout ça, c'est pour vous montrer un peu le lien entre tout ce qu'on est en train de faire. La fibre optique la semaine dernière,
avec l'intermédiaire de son atténuation, c'est-à-dire qu'on a vu dans la fibre optique que son atténuation était minime puisqu'on transmet des faisceaux lumineux. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et mon objectif maintenant est d'utiliser ce phénomène numérique en vous montrant que je vais transmettre en un peu de temps un nombre de bits minimum pour que vous puissiez obtenir un débit important. Qu'est-ce que vous allez faire donc jeudi ou quand vous voudrez en fait dans la semaine? Je l'ai déjà mis là, mais c'est à faire normalement jeudi puisque le créneau que vous avez c'est jeudi, mais vous faites comme vous voulez. Vous allez donc enregistrer votre son sur Audacity. Alors Audacity est un gratuit que vous avez sur vos PC, l'ordi, hein, l'ordi qu'on vous a donné 1 seconde. Si des fois ça ne fonctionnait plus, que vous n'avez plus votre ordi, Audacity, vous l'avez en version ligne, je vous encourage à l'utiliser, ou en version gratuite, ça fonctionne très bien. Ça suffit largement, et ce qui est pas mal sur l'Audacity, c'est qu'on peut faire des zooms, contrairement à VLC, où VLC ne travaille pas sur l'information numérisée, mais il travaille vraiment sur un fichier qui est plutôt un fichier son, fichier Wave qui ne m'intéresse pas encore, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, vous allez enregistrer votre information, elle va être convertie par votre ordi, et ensuite, vous allez la récupérer sur votre casque, votre système audio, peu importe. Et ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir jouer un peu là-dessus et de comprendre ce qu'on va faire. Et surtout, comme je vous montrais un peu tout à l'heure dans mes fichiers, on va jouer sur la fréquence du son numérisé, ou du moins sur la fréquence d'échantillonnage. Et en jouant sur cette fréquence d'échantillonnage, vous allez voir que vous allez récupérer un son qui n'est forcément que déformé. C'est ça l'objectif de notre travail. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Je vais maintenant donc reprendre donc, ce qui m'intéresse et vous faire voir la différence qu'il y a sur les différents phénomènes d'aujourd'hui, c'est-à-dire numérisés par l'intermédiaire de la quantification et de l'échantillonnage. Ce sont 3 termes qui me semblent différents. Le premier, numérisation, est un global, hein, il globalise l'information et ensuite je vais découper, donc soit je vais découper horizontalement, on appellera ça quantifier, soit je vais découper verticalement et j'appellerai ça échantillon. Alors un signal, j'ai récupéré une information d'un sujet, hein, d'accord, pour que ce soit plus visuel. Un signal qui est ici où je vois toutes les notions possibles d'un son, c'est ce que j'appellerais un signal analogique. Un signal analogique est un signal qui possède une infinité de nuances. Je vous ai mis la correction de cette activité sur le Padlet. Contrairement à un signal numérique qui ne possède qu'un nombre d'informations bien donné, bien arrêté, connu à l'avance, je sais combien de valeurs possibles je peux avoir par seconde, on va en parler. Donc ça, c'est ce que j'appelle une information numérique. Je dirais également une information dite discrète. Discret parce que je ne peux en obtenir qu'un nombre fini de valeurs, contrairement à une information analogique, où ici, il y a une infinité de valeurs. Que ce soit bien clair, même si vous ne le voyez pas, là, je n'ai à vous montrer qu'une information numérique, puisque forcément, elle sort de mon ordinateur. Mais ici, en fait, je pourrais faire des zooms très importants et voir l'infinité des notions possibles, alors que là, je vois que le zoom, il est déjà fait à l'avance et que mon information vue déjà avec mon écran me donne qu'un certain nombre de données et non pas toutes, hein. Alors là, ici, on va me demander de voir quelle est la valeur avec laquelle a été échantillonné ce son, c'est-à-dire combien de valeurs par seconde sont prises. Donc, si je veux savoir combien de valeurs par seconde sont prises, ici, j'ai qu'à me servir en fait de l'information du temps et découper dans le temps une partie et compter combien il y a eu d'échantillons proposés dans le temps. Donc, pour faire ça, j'ai donc fait une règle de 3, j'ai compté un certain nombre de temps, voyez, donné, et comptant ce nombre de temps, je vais pouvoir en déduire, sachant qu'il y a 5 petits paliers qui ont été utilisés sur un carré de 100 microsecondes, j'en déduis donc la valeur d'un seul temps, c'est-à-dire 20 microsecondes, et si je prends l'inverse de cette valeur, j'obtiendrai la fréquence avec laquelle ce son a été échantillonné.
Donc, c'est comme ça que l'on retrouve la fréquence dite d'échantillonnage du convertisseur numérique analogique, hein. C'est ce que vous allez mesurer en faisant le TP par rapport à votre ordi, quelle est la fréquence d'échantillonnage que vous allez choisir et quelle est la fréquence que va utiliser votre ordi pour numériser le son de votre voix. Alors, comment faudrait-il faire pour modifier la valeur pour que le signal envoyé aux haut-parleurs se rapproche davantage de celui délivré par le micro? Et comment faire pour qu'il y ait plus d'échantillons par temps? Eh bien, il faut diminuer ce nombre de petits plats, hein, comme je vous l'ai montré dans l'animation de départ, où je vous disais que plus il va y avoir, je vais reprendre quelque chose de plus visuel, plus il va y avoir de paliers, plus je vais pouvoir visualiser mon information de façon plus fidèle. Donc, sur quoi il va falloir jouer? Vous avez bien compris, là, c'est sur la fréquence d'échantillonnage. Donc, comment il faudrait faire pour être plus fidèle? C'est avoir une fréquence d'échantillonnage plus importante. Quelle va être l'unité d'un débit? Un débit binaire, comme je l'ai marqué au tout début de cette activité, c'est un nombre de bits donné, le débit binaire, c'est un nombre de bits par unité de temps. Donc, il semble normal de dire que le débit va être des bits par temps. Vous voyez ici, une fois de plus, je reprends un terme qu'on appellera le flux, hein. Le bitrate, c'est le flux, en fait, à laquelle le nombre de bits vont passer par seconde. Donc, cette notion de flux, elle est utilisée lorsque vous parlez de réseau et que vous dites j'ai une connexion qui n'est pas stable, peut-être comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Le nombre de bits que peut proposer ma, ma connexion va déterminer le fait que vous voyez ou pas ce qui se passe sur mon écran. Plus ma connexion peut permettre à passer un nombre de bits, plus je vais pouvoir par exemple faire passer toutes les informations de mon écran, c'est-à-dire tous les points que l'on voit sur mon écran, quels qu'ils soient, les différents pixels de mon écran, plus en même temps les animations, plus la voix que je suis en train de transmettre par l'intermédiaire de Zoom ou de Discord. Donc forcément, vous allez avoir toutes ces notions qui vont être déterminantes. Ensuite, voilà ce qu'on me propose comme information. La voix humaine pour la téléphonie va être numérisée à 8 kHz. On va voir dans le TP pourquoi 8 et pourquoi pas quelque chose de plus important. Rappelez-vous, la fréquence humaine, l'oreille est capable d'entendre de 20 Hz à 20 000 Hz. Alors pourquoi se limiter quand on parle de téléphone à 8000 et 8 uniquement? Alors qu'on pourrait, et nos ordis aujourd'hui, la plupart des ordis que l'on utilise sont à 64 bits. Ça veut dire que chaque mot que va utiliser l'ordi pour travailler, chaque fois qu'il veut coder quelque chose, tous vos ordis, hein, chaque fois qu'il va vouloir coder quelque chose, il va utiliser 64 bits pour le faire. Alors pourquoi on peut utiliser 64 bits et pourquoi n'en prendre que 8 pour la téléphonie? Eh bien, tout simplement, c'est pour jouer une fois de plus sur le compromis, c'est-à-dire que plus la fréquence est basse, moins on a à transmettre de bits. En donde está? Aquí. Moins il y a de bits, forcément, moins par unité de temps je vais en transmettre par seconde. Si ça me suffit en transmettant 2 fois moins, j'ai donc besoin de 2 fois moins d'informations à transmettre dans le temps, donc je vais gagner en stabilité. Vous avez dû vous rendre compte dans vos différentes activités de confinement que des fois, il vaut mieux travailler en connexion dite dégradée pour travailler, c'est-à-dire de pouvoir obtenir un minimum de bits par seconde pour que vous puissiez avoir une image qui est plus stable. Des fois, vous avez sur certaines, si vous regardez des films, vous allez voir que en étant en mode dégradé, vous allez pouvoir voir des fois plus facilement un film parce que il va se satisfaire d'un certain nombre de valeurs dès le départ. Donc, il va fixer l'image régulièrement sans que votre œil s'en rende compte. Et donc, il n'a pas à aller chercher toutes les images que de toute façon, vous ne verriez pas si vous étiez en mode HD ou en mode Full HD. Et c'est donc ça, moins il y a d'échantillons par seconde, moins votre ordi a à travailler pour aller les chercher, hein. Donc forcément, c'est un gain de temps, hein. Alors, les deux valeurs qui nous semblent intéressantes, c'est donc de travailler sur la fréquence d'échantillonnage et la notion donc, de quantification.
c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Est-ce que quelqu'un voudrait que je reprécise ce que veut dire fréquence d'échantillonnage et quantification? Soit par l'intermédiaire de votre micro en parlant, soit sinon directement par le Discord, quand vous voulez. C'est vous, c'est pas vous, c'est pas vous. Ok, ça marche. Bien. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais continuer donc sur la présentation de la suite. Et ça m'arrêter trop longtemps, une fois de plus, sur les calculs, puisque tous les calculs sont marqués derrière. Mais en fait, c'est juste de comprendre les termes. Montrer que si on veut transmettre correctement une voix numérisée, il faut que le canal de transmission ait un débit binaire d'au moins 64 kilobits par seconde. 64 kilobits par seconde, pourquoi? Eh bien, si j'ai 8 kHz de fréquence d'échantillonnage et que j'ai 8 bits pour chaque échantillon, ça veut donc dire que chaque fois que je vais arrêter mon signal sur un échantillon, comme ici par exemple, il va donc y avoir, ici par exemple, prenons le cas, admettons que je sois dans ce cas-là, si je suis sur 8 kHz, là ici, admettons que ce soit 8 et pas 10, ça veut dire qu'en une seconde, j'ai 8000 informations possibles. En une seconde, ça veut dire ça. Et chaque information, si elle est sur 8 bits, ça veut donc dire que j'ai possibilité d'avoir 2 puissance 8 valeurs, en attendant que chaque échantillon est un assimilé. On va voir après la notion de valeur possible. Chaque valeur, chaque échantillon, chaque code est codé sur 8 bits. Il y en a 8000 par seconde. Donc, il me faut un débit de 64 000, 8 x 8, 64 kHz. Donc, 64 kilobits par seconde. C'est comme ça qu'on a besoin donc d'un débit minimum de 8 x 8 000 bits par seconde. Ici, donc, vous voyez qu'on parle en bits par seconde. C'est une unité qui est aujourd'hui complètement désuète. Elle ne sert à rien, cette unité, puisque maintenant, on parle plutôt en mégaoctets par seconde, ou maintenant même des fois en gigaoctets. Encore qu'il y a très peu de transmissions qui se font en gigaoctets, sauf si ce sont des transmissions à base de câbles, notamment de câbles Ethernet, et encore en câble, ce n'est pas beaucoup de câbles qui permettent des liaisons en gigaoctets, pour ne pas dire qu'il en existe très peu. Pourquoi la valeur donnant le débit théorique de la clé est différente de celle du débit commercial? C'est ce que je viens de vous dire. Le débit théorique, ici, il est marqué en mégabits. Le débit commercial, il est marqué ici en mégaoctets. On voit ici qu'il y a déjà une belle différence. Mais même mégabits et mégaoctets, vous voyez, c'est bien différent. Mégaoctet, mégabits. J'ai qu'à ici savoir qu'un octet, un octet, c'est 8 bits. Donc, si c'est 8 bits, à ce moment-là, ça veut dire que je vois bien que 480 mégaoctets, ça correspond à 60 mégaoctets par seconde. Et malgré tout, 60 mégaoctets par seconde, c'est différent des 30 mégaoctets proposés. Alors, tout simplement pourquoi? Il y a forcément une raison, c'est que euh, les capacités que propose le système commercial est toujours de dire d'utiliser le mieux le canal de transmission. Et notre canal de transmission, très souvent, ça va être notre port USB, le port USB de votre ordi qui est déjà limite en valeur puisqu'il y a un contact. Et également, il y a un contact mécanique entre votre port USB et la clé. Donc, il y a une perte puisqu'il y a forcément un contact électrique. Donc, à ce niveau-là, il y a forcément une perte. D'ailleurs, la preuve, téléchargez un fichier assez important sur une clé, sortez la clé et vous allez voir combien elle est chaude. Si elle est chaude, c'est simplement pas parce qu'elle était en contact avec l'ordi, absolument pas. C'est qu'il y a eu énormément un flux d'informations très important au niveau du contact qui a donc obligé à perdre de l'énergie par effet Joule, par transfert thermique à niveau de ce contact. Voilà ici donc sur le départ. Expliquer ensuite, on me dit on désire faire je prends la C.
on désire transférer 200 photos au format JPEG dans un poids dont le poids est en moyenne de 3 mégas, calculer le temps nécessaire pour transférer cette photo sur la clé USB. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai 200 photos, chacune fait 3 mégas, donc j'ai un fichier total de 200 x 3, c'est-à-dire 600 mégaoctets. 600 mégaoctets, ça fait pas mal. Donc 600 mégaoctets que je vais utiliser avec l'intermédiaire donc de ce débit en 30 mégaoctets par seconde. Si j'ai 600 mégaoctets à transmettre en 30 mégas chaque seconde, vous voyez bien, vous n'avez qu'à faire le compte, 600 divisé par 30, et ça me donne donc 20 secondes. Donc, ça veut dire que si j'utilise ma clé USB, je vais pouvoir donc transférer mon information en simplement 20 secondes, puisque j'ai 600 mégas à cause des photos et que le débit de la clé, c'est 30 mégas. Si je suis avec une clé plus petite, une clé en USB 3, qui est un nouveau standard qui marche pas mal, en USB 3, j'aurai que 6 secondes, donc je gagne quand même pas mal de temps, presque 3 fois plus de temps. Hein. Je gagne un gain de x3, donc c'est assez important. Et c'est ce qu'on peut rencontrer dans différentes transmissions, comme par exemple votre Wi-Fi, comme chez vous si vous êtes relié avec un câble Ethernet. Ceux qui sont reliés avec un câble à leur box auront beaucoup moins de problèmes de connexion que les gens qui utiliseront une version aérienne que le Wi-Fi, parce qu'à l'intérieur donc, des maisons, il va forcément y avoir, à cause de ce canal de transmission, dû au placo, par exemple, comme on le disait, au béton qui peut être dans les dalles, qui contient du fer. C'est une diffraction possible, et cette diffraction possible, elle est gênante pour pouvoir, ça peut même jouer des fois un rôle, puisqu'il y a le treillis est constitué de plusieurs fentes, plusieurs trous différents à dimension identique, va jouer le rôle d'interférence. Et ces interférences sont autant de complications au signal pour se propager. Je vous en parlais déjà la semaine passée, je ne vais pas y revenir. Là, je vous ai représenté une petite explication de la raison pour laquelle il faut placer certains appareils dans la maison, soit en Wi-Fi, soit avec des répartiteurs de Wi-Fi qui permettent d'éviter le passage d'une dalle à cause d'un plancher ou de placo au travers d'une maison. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si j'ai mis la correction, mais je la remettrai. La correction est sur le laser, mais je voudrais revenir sur là où on en est, c'est-à-dire le problème du CD. Et celui-ci, le problème dont on vient de parler, quel est le lien entre l'onde, le problème de l'onde et le support utilisé? Vous voyez que le support est le même, que je travaille sur un disque ou un autre. Après, il y a les Blu-ray, il y a les CD, qui sont maintenant remplacés, quand même, il faut être honnête, par beaucoup de systèmes de streaming qui sont beaucoup plus pratiques, avec une qualité des fois qui est tout aussi bonne. Alors, quelle est la différence entre l'image là ici? C'est qu'on voit bien que pour un CD ou pour un Blu-ray, la grosse différence va être l'espace entre les pistes de votre CD, c'est-à-dire entre les différents sillons qu'il y a tout autour du disque. Si on partage le disque en sillons, entre alternance de pistes, mais on voit que là, la distance, elle est bien plus importante là que ce qu'elle peut être ici. Vous voyez, ici, je suis à 1,6 micromètres et pour le Blu-ray, on est à environ 320 nanomètres, c'est-à-dire que là, on est à 1600 nanos, là, on est à 300 nanos, ça fait à peu près une proportion de 5. Autrement dit, il y a 5 fois plus de place entre les deux pistes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 5 fois plus de pistes, 5 fois plus d'informations. Il y a juste la possibilité d'avoir 5 fois plus de tours à l'intérieur. Donc 5 fois plus de tours, ça veut dire que je démultiplie d'autant plus le nombre d'informations qui vont être placées sur un tour, puisque je vous rappelle que sur le CD, l'avantage, je crois que je l'avais mis ici, sur le CD, voilà, s'il y a moins d'espace entre deux, ça veut donc forcément dire que je peux faire plus de périmètre de disque, puisqu'il y aura donc plus de distance possible à parcourir pour les informations. Donc, je vais avoir autant de périmètre gagné, veut dire qu'il y a autant de capacité mémoire qui est gagnée. Alors,
venons-en un peu au lien entre tout, hein, par exemple notamment le TP. Qu'est-ce qui fait que donc on a changé le laser utilisé pour lire l'information? Ben, plus le laser est petit, plus il est capable de lire cette information à un endroit trop petit sans avoir à empiéter sur les différentes pistes. Donc, s'il n'a pas à empiéter sur les différentes pistes, ben à ce moment-là, je peux gagner de la place, comme on vient de le dire. Et on va économiser ce phénomène donc qu'il peut y avoir de diffraction. Alors, ce phénomène de diffraction, ici bien visible, j'émets une lumière avec le laser, à côté j'ai un creux, et après, de nouveau, je vais avoir une bosse dans mon onde, et ainsi de suite. Et vous voyez que ce phénomène de diffraction, il faut qu'il soit de plus en plus atténué lorsqu'il va aller toucher la piste voisine. Et c'est là le problème qu'il peut y avoir, c'est que si des fois je trouve une rayure sur un disque, ou s'il y a une poussière ou autre qui gêne, ben mon disque est obligé de sauter. En sautant, il peut aller sur une piste à côté, et en même temps, ce phénomène diffracté peut venir empiéter sur la piste à côté. Le système optique est perdu puisqu'il ne sait plus quoi lire, et donc forcément, il va me signaler un message d'erreur, même si normalement, il doit y avoir une zone tampon qui garde l'information un certain temps avant de vous la donner. Mais il peut y avoir que cette zone, cette transmission d'erreur apparaisse en sautant, par exemple, ou en arrêtant le disque carrément si vraiment c'est une rayure profonde. C'est-à-dire une rayure sur plusieurs pistes, de façon, par exemple, une rayure qui serait verticale par rapport aux pistes est vraiment mauvaise, puisqu'en fait, je risque de perdre toute une information sur toute une région. Et d'ailleurs, je vous rappelle que lorsque vous déposez un CD, il ne faut pas le déposer sur la partie visible du disque, hein, c'est-à-dire il ne faut pas, il faut pas que moi je vois la partie sur laquelle il y a écrit le nom de votre artiste préféré, mais il faut vraiment poser le disque ici sur le nom de l'artiste pour que la partie transparente qui est derrière ben, soit vraiment en visu, hein, puisque c'est la zone qui est la moins protégée. Le devant, il y a un flocage qui est fait pour qu'on voit le nom de l'artiste, le nom du film, etc. Donc ça doit être posé sur la table et vous devez laisser la partie transparente, brillante, côté visu pour que vous ayez la chance de le moins rayer votre disque. Alors, voilà ce que l'on pouvait voir aujourd'hui sur la partie donc, correction et visualisation de notre information de numérisation. Ce que je vous propose, donc, c'est de voir, je ne sais pas si je l'ai laissé, je l'ai rentré. Le TP d'aujourd'hui, donc le TP que vous allez avoir à faire cette semaine, c'est un TP donc sur l'information d'échantillonnage. Donc je vous ai mis une notice Audacity. Je vous ai mis la même animation pour que vous puissiez voir la notion de quantification, tout ça. Et je vous ai mis le TP à utiliser avec Audacity. J'ai repris différentes notions pour que vous essayiez de faire au mieux tout ce que je viens de vous dire et de voir la contrainte qui peut être proposée donc avec l'intermédiaire de vous. Je vais vous demander donc d'utiliser sur Audacity votre micro hein, que vous utilisez de nos jours par confinement à bloc et vous allez enregistrer sur format CD les différentes informations pour que vous puissiez voir comment on fait pour. Alors, s'il vous plaît, chaque fois que vous ferez un enregistrement, vous lui attribuerez un nom de format. Sachez que sur les versions gratuites de Audacity, on ne peut pas avoir de MP3. Donc, on ne peut avoir que du point Wave. Hein. Donc, il n'y a pas besoin je ne peux pas vous mettre tous les fichiers Wave. S'il le faut, quand je donnerai les fichiers correction, peut-être je le ferai pour que vous puissiez le voir. Mais sinon, vous arriverez à le voir, je pense, de vous-même. Et je vais vous montrer comment faire pour observer le défaut qu'il y a lorsqu'on va utiliser des sons qui vont être de fréquences différentes. Si je prends une cymbale enregistrée avec une fréquence élevée ou avec une fréquence d'échantillonnage courte, quel est l'effet? Donc, c'est ce que vous aurez à faire. Je vous proposerai à la suite de ça, donc d'ici le week-end prochain, le temps que certains essayent de faire quand même le TP, je vous mettrai une correction du TP pour que vous puissiez voir un peu ce que j'attendais à faire. Je vous ai mis également des sujets pour que vous puissiez travailler sur des sujets. Je vous ai mis des activités qui me semblent le plus intéressantes, notamment le sujet ici concernant le stockage de l'information sur le laser, puisque ça va avec. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a également le problème de l'interférence
liées au contact avec le passage d'un creux à une bosse. Donc, ce sujet est pas mal. Il est assez complet et permet de comprendre ce que je vous demande de faire et en TP et dans les exercices. Je vous ai mis également, je vous gâte, vous voyez, je vous ai mis également ce que j'appelle des exos de base. Je pense que tout le monde, quand vous aurez vu la correction de l'activité que je vous ai fait aujourd'hui, je vous ai proposé donc un exercice simple pour que vous puissiez comprendre le terme de numérisation avec l'échantillonnage, la quantification ensuite, et puis après le problème lié au débit. Donc débit, je les ai mis en vert pour bien qu'on voit. Quantification et échantillonnage sont les trois termes qu'il faut que vous compreniez dans la numérisation. Donc là, essayez de le faire à cet exercice. C'est toujours intéressant de voir des gens qui posent des questions pour faire. Même si vous ne rendez pas de traces écrites, ça m'intéresse toujours que vous me posiez des questions pour savoir si vous aviez des informations à comprendre, etc. Voilà le travail de la semaine. Donc, j'aimerais que certains d'entre vous me rendent leur travail, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire non pas noter le travail, mais simplement, je voudrais voir que vous compreniez ce qu'on est en train de faire dans votre présentation. Donc, si vous pouviez me proposer donc, votre compte rendu, s'il vous plaît, ça serait sympa. Ça m'intéresserait de le voir. Je n'ai pas de questions supplémentaires. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions? Mais si vous n'avez pas de questions, ben, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser travailler de votre côté. Il y a de quoi faire pas mal. Donc, bon courage pour la suite. J'espère que ça se passe, que vous arriverez à le faire sans problème.